Et soyez les bienvenus ce dimanche matin à votre rendez-vous dominical Tendance Confidence qui va recueillir aujourd'hui le témoignage d'une personne atteinte par une maladie qui est la mucoviscidose et pour qui le mot attente a un sens vital puisqu'il s'agit de recevoir une greffe des poumons. Et ce témoignage est aussi l'objet d'un livre qui vient de paraître aux éditions City et dont le titre est Mon second souffle. Je reçois à ce micro et pour cette émission Julie Martinez. Bonjour. Bonjour. Alors commençons cette émission par une question de littérature. Vous qui êtes professeur de français, que vous inspirent les deux mots-clés du sous-titre de cette émission, cœur et vie? L'un va avec l'autre. Le cœur pour la vie, bien sûr. Mon souffle, mon second souffle qui m'a redonné la vie aussi. Donc on est en plein dedans. C'est ce que je m'efforçais de faire. J'ai toujours ajouté de la vie à mes jours jusqu'au dernier. Mais c'était compliqué. Et au matin de votre vie, la mucoviscidose était déjà nichée au creux de vos poumons. Très tôt, au cours de votre enfance, vous allez fréquenter l'hôpital Necker enfant, avec comme phare de lumière la tour Montparnasse. Ah oui, ça ne m'a jamais quittée. Heureusement qu'elle était là, cette tour Montparnasse. Ça a été mon repère dans la nuit. Et ma gardienne, ça m'a rassurée, c'était un repère stable. Quelques mots pour expliquer ce qu'est cette maladie appelée la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie qui prend le souffle des poumons et qui malmène les intestins. On a de moins en moins de souffle et nos poumons sont peu à peu rongés par la maladie. Et le 23 septembre 1987, vous venez d'entrer en CE1, votre maman vient vous chercher et elle vous dit « Papa ne reviendra pas ». Il est décédé ce jour-là, j'avais 7 ans, j'étais en CE1 et mon père s'est absenté pour une soirée. Effectivement, mon père a rendu son dernier souffle à mes 7 ans. Il a eu le temps de me donner beaucoup de valeurs et de m'accompagner aussi bien qu'il a pu le faire pour me rendre autonome et résiliente face aux soins et à la maladie. En 2012, vous vivez au ralenti. Tout prend du temps, écrivez-vous, même les actes les plus banals du quotidien. Et l'oxygène qui prend aussi soin de vous, c'est votre mère. Mais oui, ma mère qui a toujours été là à mes côtés, qui a toujours été là aussi après le décès de mon père, veille sur moi comme mon père ailleurs veille sur moi probablement. Et oui, elle fait partie de mes repères et de tout cet amour qui m'a permis aussi d'avancer même dans la maladie. J'imagine comme sa souffrance a dû être importante de ne pas pouvoir justement m'aider davantage dans la maladie. Ça doit être terrible de voir son enfant se dégrader peu à peu sans rien pouvoir faire, juste lui apporter de l'amour et beaucoup de bienveillance et d'attention. Pouvoir l'accompagner le plus possible à l'hôpital, mais sans pouvoir à l'époque y rester et assister aux soins. Donc je sentais bien ce désarroi en elle et il a fallu que je sois autonome, mais elle a toujours été là, elle a toujours été très présente. Il est des actes vitaux que nous faisons chaque jour sans même y penser, respirer par exemple. Les personnes atteintes par cette maladie qu'est la mucoviscidose, certaines personnes doivent penser à respirer. Les malades de la mucoviscidose qui sont en phase terminale, ça ne devient plus un réflexe primaire de respirer. Ça devient cérébral et c'est un acte qui n'est plus inné. Il devient si compliqué, il demande tant d'énergie qu'il n'est pas si simple à faire et à certains moments il faut y penser. Penser à inspirer, penser à expirer. Le quotidien est compliqué, très très compliqué. Le quotidien est compliqué, vous écrivez que votre cerveau a besoin d'oxygène, il n'y a même pas de place pour la déprime, même dans ce que vous vivez. Ben non, ça demande trop d'énergie d'être en déprime, ça demande trop d'énergie de penser à soi ou de se renfermer sur soi et d'exprimer une souffrance, d'exprimer un mal-être. Ça devient à ce moment-là la priorité, elle est à respirer. Une vie comme un souffle fragile, une vie comme un souffle vital, nous le comprenons avec vous et avec ce beau témoignage qui est livré actuellement sur les ondes de Tendance Ouest et aussi dans votre livre, avec ce titre Mon second souffle paru aux éditions City. Est-ce que vous avez eu à un moment ce désir de se dire c'est mon dernier souffle? Oui, il y a eu des moments où j'aurais voulu que ça se termine. J'aurais voulu juste m'endormir, ne pas me réveiller. Mais à ce moment-là, l'amour que j'ai pour mon mari et celui qu'il me porte est très fort. Et il m'a aidé à passer tous ces obstacles.
il a respiré un peu pour moi, il m'a porté, j'ai puisé dans sa force et dans sa façon qu'il avait de me maintenir dans la vie et de vouloir m'aimer jusqu'à la mort s'il fallait. Donc ça a été très important et chaque jour valait le coup d'être vécu, même pendant cette descente aux enfers. Il y avait tout de même des petits bonheurs, le petit bonheur de pouvoir être à ses côtés, le petit bonheur de retrouver mon chien aussi, le petit bonheur d'écrire. Et voilà, je crois que tout ça m'a gardé en vie, mais c'est vrai que j'étais sur le fil. Tous fragiles, tous humains. Oui, tous fragiles, tous humains, tous très peu de choses. Mais de belles choses aussi. Ah oui, de belles choses aussi, oui, tout à fait. Vous écrivez dans votre livre, Julie Martinez, que votre capacité respiratoire à un moment était de 17%. L'oxygène que nous respirons nous permet aussi de parler, d'écrire de belles chansons. Comment vous réagissez lorsque vous entendez des personnes qui respirent cet oxygène vital que vous-même vous avez du mal à emmagasiner dans vos poumons et que cet oxygène sert parfois à dire des médisances? Je les plains beaucoup. Je les plains beaucoup puisque, moi j'ai appris à beaucoup relativiser sur la vie en général et à me soucier du temps présent et du temps qui va arriver aussi. Mais je plains beaucoup ces personnes parce que justement elles ne voient pas la chance qu'elles ont d'être en vie. J'espère pour elles en bonne santé et aujourd'hui moi je sais que c'est un des plus grands luxes de la vie que d'être en bonne santé. De respirer à plein poumon. Et de respirer à plein poumon, bien sûr. Alors cet air qui nous permet de parler, qui nous permet aussi de chanter, je vais vous demander, Julie Martinez, de bien vouloir choisir une respiration musicale. Avant de vous retrouver en seconde partie d'émission, vous citez dans les premières pages de votre livre, dont je rappelle le titre, Mon second souffle, vous citez Grégory Le Marchal qui dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Lui qui était atteint par la même maladie que vous, c'est-à-dire la mucoviscidose. Est-ce que vous pouvez nous parler de son association avant que nous écoutions un extrait de l'un de ses titres? L'association Grégory Le Marchal vient en aide aux patients à la maison comme à l'hôpital. Ils embellissent notre quotidien à l'hôpital et à la maison. Ils nous permettent de vivre mieux, le plus normalement possible. Et puis ils sont là aussi pour informer le public, sensibiliser et éduquer. Et puis bien sûr faire des lieux d'hôpitaux, des lieux de vie aussi. Pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission, qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même? Eh bien, donc j'ai livré mon témoignage sur la mucoviscidose, sur ma vie de malade, ma vie d'attente de greffe, et puis ma vie d'aujourd'hui avec tout ce que ça a pu changer pour moi, et avec un petit éclairage bien sûr sur le don d'organes. Voilà, aujourd'hui je suis professeure des écoles en Bretagne, dans le Morbihan. Le pire, écrivez-vous, dans cette attente d'une greffe de poumon, c'est de savoir que votre sort est lié à la mort d'un autre. C'est sûr que le dernier recours thérapeutique est la transplantation bipulmonaire pour moi. Et pour avoir 2 poumons, il faut que quelqu'un meure ailleurs, d'une mort encéphalique, pour que moi je puisse recevoir ces 2 organes. Donc oui, c'est pas évident de se dire qu'il faut que quelqu'un meure pour que moi je survive. Pourquoi moi? Pourquoi cette personne-là doit mourir? Dans quelles conditions? Ça pose beaucoup de questions existentielles et ouais, c'est assez compliqué. Il faut arriver à se détacher de cette condition-là et de se dire que malheureusement, de toute façon, cette personne serait décédée alors que sans forcément que moi j'attende ses poumons à elle. J'ai témoigné dans différents médias pour le don d'organes, pour en parler, pour sensibiliser. Et j'espère que mon livre sera un témoignage pour tout le monde, pour avoir une réflexion autour de ça et qu'on puisse avancer sans que ce soit un sujet tabou. En tout cas, déjà, je vous dis un grand merci de cette voix, de ce souffle que vous donnez depuis le début de cette diffusion d'émission, puisque j'imagine qu'avant la grève, vous n'auriez pas pu accorder ce temps à un micro pour parler. Ah non, rien. À personne, même à mon mari. Non. Merci à vous de me recevoir pour parler de ce sujet qui est si important pour moi. Et oui, effectivement, le peu de souffle que j'avais était pour respirer et non pour communiquer. Très très peu pour communiquer, à peine pour manger. Donc devant ce micro, ça aurait été juste impossible. Parlez-nous, Julie Martinez,
d'un registre. Ce registre s'appelle Cristal. Faut-il y voir un lien avec la beauté et la fragilité d'un verre en cristal ? Ben oui, le registre que tient dans les mains l'Agence de la biomédecine est un formidable registre, un entremetteur, j'ai envie de dire aussi. Le registre Cristal, c'est un registre anonymisé qui met en lien, si je puis dire, des donneurs d'organes et des receveurs. Sont renseignés, bien sûr, les dossiers médicaux, les caractéristiques de chacun, l'état des uns et des autres. Et puis, il y a un matching qui se fait par ordinateur, bien sûr. Et la disponibilité des greffons est renseignée tout le temps, autant que l'état des patients qui sont en attente de greffe, quelle qu'elle soit. Donc, c'est un formidable outil. Donc, tous les hôpitaux, tous les CHU, CHR de France, tous les professeurs, tous les services compétents peuvent le consulter. Tout à fait, tout à fait. C'est un registre national qui est accessible sur tous les hôpitaux, bien sûr, et dans de nombreux hôpitaux, voire tous, il y a une coordination des greffes, une coordination du don d'organes. Vous envoyez aussi un message pour les réseaux qui résument la situation urgente. JF, comprenez, jeune femme, 31 ans, atteinte de mucoviscidose, arrivée au pied du mur, cherche désespérément une paire de poumons en excellent état, compatible à vie et chouchoutée pour toujours. Merci de contacter mon chirurgien. Ben oui, j'avais presque envie de le faire. Évidemment, ce sont mes pensées qui sont écrites, qui sont romancées, mais oui, j'avais envie de le faire parce qu'on est prête à tout. Quand on est au pied du mur et qu'on a la vie devant soi et qu'on a envie de se battre, on est prête à tout pour trouver une paire de poumons. Évidemment, ça se passe pas comme ça passe par l'Agence de la biomédecine et ce fameux registre Cristal, et heureusement que ça se fasse comme ça, que ça se fait comme ça. Mais ouais, j'aurais bien eu envie de trouver une paire de poumons qui peut passer par là. À ce moment-là, je sentais bien que j'étais dans l'extrême urgence et qu'il me restait très peu de temps devant moi. Il y a un petit peu d'humour aussi dans bien sûr. Il faut rester dans la vie, ça fait partie de mon caractère aussi, d'être dans la vie, de rebondir, et voilà, il faut apporter un petit peu d'humour quand c'est possible de le faire. Donc ce réseau Cristal, réseau familial, réseau amical aussi, le réseau de l'hôpital, le corps hospitalier qui vous demande d'avoir un téléphone. Oui. Très important ce téléphone. Oui, un téléphone, en tout cas il faut être joignable 24 heures sur 24. On me conseille d'avoir un téléphone, en tout cas une ligne spécifique pour cet appel, pour ne pas la mélanger à d'autres communications qui pourraient arriver, ne pas perdre cet appel, vraiment consacrer une ligne pour ça et donner ce numéro de téléphone à l'équipe de transplantation. Moi j'avais mon fil d'oxygène qui me reliait à la vie et puis j'avais aussi cet appel. Un autre marathon commence, attendre une sonnerie. Attendre, combien de temps ? Vous écrivez, je ne le sais pas, mais je sais que désormais, j'attendrai jusqu'à la fin, relié à l'oxygène et à un appel. Voilà, oui, tout à fait. On ne sait pas pour combien de temps on attend. J'avais espoir de ne pas attendre trop longtemps, mais bon, j'étais en phase terminale de ma maladie, donc les notions de temps ne sont plus les mêmes. Attendre un appel, ça peut être très long pour un malade, même pour quelques jours. Et attendre la mort, ça peut paraître très court, ce temps aussi. Donc oui, j'attendais cet appel sacré. Le 7 juillet 2012, oui. Vous avez 31 ans, vous vivez sous cloche. Oui. Vous avez perdu toute autonomie. Mm-hmm. Une quinte de tout qui était mon lot quotidien, et une quinte de tout pouvait m'emporter d'une minute à l'autre, tant ça générait de la fatigue et une détresse respiratoire intense. Donc je n'étais plus autonome. Mon mari me portait sur son dos pour aller au lit, pour que j'aille aux toilettes, pour mettre mes chaussures était devenu un calvaire. Il fallait que je me repose avant, il fallait que je me repose après avoir dépensé toute cette énergie. Donc j'avais vraiment conscience aussi de cette difficulté dans laquelle se trouvent les personnes très âgées et qui ont du mal à se chausser, du mal à se mouvoir, du mal à respirer, du mal à continuer à vivre normalement. Je me sentais tout d'un coup très âgée et très malade. Donc oui, la maladie peu à peu obstrue les voies respiratoires qu'on n'arrive plus à dégager. Et plus il y a de mucus, plus on est en surinfection respiratoire, on a besoin d'antibiotiques et on devient de plus en plus résistant aux antibiotiques. Donc il devient de plus en plus difficile de soigner une surinfection.
Julie Martinez, invitée de Tendance Confidence, et nous allons continuer de tourner les pages de votre livre ainsi que de votre vie la semaine prochaine, puisque vous serez également l'invité de cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mon second souffle, un livre paru aux éditions City, et vous nous parlerez d'un appel téléphonique d'un professeur qui vous indique que vous allez être greffé de 2 poumons, et nous continuerons de vous écouter la semaine prochaine. Podcast by Tendance Ouest.